Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Il a parlé d'intelligence artificielle hier et maintenant, c'est l'intelligence naturelle de Pierre-Olivier Zappa. Bonsoir, Richard. Salut. Qu'est-ce que tu dirais si je commençais avec une anecdote? Ah oui donc, j'adore ça. Je vois ce qui se passe à Los Angeles. C'est profondément bouleversant, hein? Les incendies de forêt. Le Wall Street Journal, aujourd'hui, rapporte que ça va coûter plus de 50 milliards de dollars. Ce sera la catastrophe naturelle de ce genre-là, là, de type feu de forêt, la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. Et je veux te raconter le moment où je me suis rendu dans ce secteur-là de Los Angeles, Pacific Palisades, et je vais te raconter mon arrestation par les services de sécurité de Tom Hanks. J'ai été arrêté par les services de sécurité de Tom Hanks il y a quelques années. Je faisais une enquête pour l'émission J.E. Une enquête qui m'a mené sur les collines de Santa Monica et dans le secteur de Pacific Palisades, qui est complètement ravagé à l'heure actuelle par ces incendies. Et j'étais aux trousses d'un couple d'arnaqueurs québécois qui avaient soutiré des millions de dollars à des petits investisseurs au Québec. Et j'ai passé à peu près 20 heures dans une voiture légèrement cachée entre la maison de Tom Hanks et de Rihanna dans ce secteur-là de Los Angeles. J'ai constaté à quel point c'était un secteur huppé, des maisons de plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont parties en fumée à l'heure actuelle, avec des services de sécurité et même des services incendie privés. Alors, tu sais, ces gens-là ton pompier privé s'embauchent des services incendies privés parce qu'ils sont conscients des risques et on voit très bien pour ceux qui nous regardent à la télé les images, mais je veux dire, ils sont pleinement conscients des risques et à un moment donné, je me permets une petite marche parce que j'attendais pour coincer les arnaqueurs devant leur maison, mais je me suis permis une petite marche dans le secteur. Devant la maison. Et là, je suis allé dans un petit boisé que je croyais être un boisé privé et au moment où j'ai monté dans la colline, dans ce petit boisé, j'entends des sirènes. Et là, je vois des gardiens de sécurité débarquer avec des haut-parleurs et qui me demandent de sortir du boisé, qui me disent « Qu'est-ce que vous faites là? On va vous arrêter. » Ils m'interpellent et ils me disent « Vous êtes sur le terrain de Tom Hanks. Qu'est-ce que vous faites ici? Êtes-vous un paparazzi? » À ce moment-là, je leur explique « Non, je suis un journaliste d'enquête. » Finalement, ils me permettent de rester, mais ils me demandent de m'éloigner. Et finalement, bon, j'aurais interpellé les arnaqueurs un peu plus tard. Mais je me souviens de ce moment-là parce que j'avais constaté l'opulence. Puis quand aujourd'hui, le Wall Street Journal nous dit 50 milliards de dollars de dommages, je peux aisément le comprendre. Ben oui. Tu as là des maisons de multimillionnaires et de milliardaires. C'est pas les Monster House du 10-30, là. On est loin de Brossard. On est à Brossard puissance 2. Ça, c'est leur cabanon, ça. Je veux dire, c'est même pas leur cabanon, c'est la maison du jardinier qui vient séjourner une journée par semaine. C'est la maison de Tom Hanks, la maison de Rihanna, ce sont des maisons opulentes, énormes, avec des dizaines et des dizaines de chambres à coucher, par exemple. Dis qu'il était tout seul là-dedans pendant la pandémie. Ah, écoute. Il pouvait pas sortir. Ça fait pitié. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas de casier judiciaire aux États-Unis. Là. C'était les services privés de Tom Hanks, que j'ai croisé d'ailleurs sur place. Non. Oui, je l'ai croisé. Il était à bord de sa... Tu sais que lui, Tom Hanks, aime beaucoup les voitures vertes, turquoise foncé. Je l'ai croisé à bord d'une rutilante Rolls-Royce. Hein, il fait pitié. Là. Puis il te parlait, il te dit « Get off my fucking land! » Alors, tu veux nous parler de, justement, restons avec les milliardaires qui font la queue pour aller embrasser les pieds de Donald Trump. C'est un triste spectacle. Ou sa bague. Et c'est un spectacle qui peut paraître étonnant. C'est un revirement de situation. On voit de nombreux entrepreneurs américains, surtout du secteur de la technologie, qui font la révérence à Donald Trump depuis son élection. On a vu, écoute, je vais prendre l'exemple de Jeff Bezos. Jeff Bezos, grand patron d'Amazon, qui a acheté les droits du documentaire sur les coulisses de la vie de Melania Trump. Combien a-t-il payé avec Amazon Prime pour ses droits? 40 millions de dollars. Ça, je veux dire, ça ne sera pas méchant et critique vis-à-vis Melania Trump. Je ne penserais pas. C'est la productrice exécutive du documentaire. C'est sous sa supervision. Exactement. Écoute. Alors, tu as Jeff Bezos. Tu as Mark Zuckerberg qui a offert $1 million à Donald Trump. Facebook offre pour l'inauguration, pour l'assermentation du président. Il a également nommé Dana White, le président des sports de combat ultime, comme administrateur de Facebook et de Meta. Donc, on voit les liens qui se tissent. Microsoft annonce aujourd'hui un don d'$1 million pour l'inauguration de Donald Trump. Ça va loin. On a même un réseau américain de télé
qui a versé des millions de dollars pour la future bibliothèque Donald Trump une fois qu'il aura pris sa retraite. Il n'a jamais lu un livre de sa vie. Pour régler un litige hors cours, ils ont décidé de payer pour la bibliothèque, l'éventuelle Trump Library. C'est vrai, parce que moi, je suis allé voir la bibliothèque de John F. Kennedy. Il y a celle de Kennedy, celle de Clinton, celle de Obama à Chicago. La bibliothèque de Donald Trump, c'est un placard. Qu'est-ce que ça va être quoi? J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va y lire. Mais tu sais qu'il a déjà amassé des centaines de millions de dollars pour son éventuelle bibliothèque une fois qu'il aura pris sa retraite dans 4 ans. Alors, tu vois, il prend de l'avance. Il va avoir l'almanach des fermiers de 1972. Oui, exact. C'est frappant de voir ce changement de posture. Clairement, on voit que le milieu des affaires aux États-Unis sait que Donald Trump va être en mesure, lorsqu'il aura les 2 mains sur le volant, de choisir les gagnants et les perdants. Ils veulent être dans ses bonnes grâces. Ils veulent que Donald Trump les considère. On le voit même dans les institutions financières. L'institution japonaise SoftBank, en décembre, a annoncé des investissements de plus de 100 millions de dollars aux États-Unis en compagnie de Donald Trump. Et tu vois que c'est clairement pour lui plaire. Et on voit ça chez les milliardaires, puis on voit ça aussi chez les ennemis des États-Unis, entre guillemets. As-tu entendu parler de l'Iran au cours des dernières semaines? Non. L'Iran se fait très, très, très discrète. L'Iran avait promis une riposte à Israël. Oui. Cette riposte se fait toujours attendre. Pourquoi? Ils ont peur je pense qu'ils tiennent le profil bas parce qu'ils ne veulent pas secouer les puces du président élu des États-Unis. Richard, regarde l'Iran. Donc, finalement, ça fonctionne. L'Iran ne se mêle pas, et ça pourrait apparaître étonnant, ne se mêle pas à l'heure actuelle des élections au Liban. L'Iran est même prête à négocier ou renégocier un accord sur le nucléaire. Regarde Benjamin Netanyahou. Il a renvoyé des négociateurs à Doha pour négocier avec le Hamas parce que Donald Trump a dit « Si le jour de mon inauguration, le 20 janvier prochain, tous les otages ne sont pas libérés, ça va brasser. » Benjamin Netanyahou étant très impopulaire en Israël, je pense que Donald Trump est plus populaire que le premier ministre israélien dans son propre pays, a renvoyé des négociateurs à Doha et accélère le pas. Donc, en termes de politique internationale, ça va être intéressant de voir. Là, tu es en train de me dire que la méthode Trump, elle fonctionne? Je suis en train de te dire que le président américain, pour une des premières fois dans l'histoire récente, n'est pas l'homme le plus puissant au monde. Le président américain en ce moment, c'est Joe Biden. L'homme le plus puissant au monde, c'est clairement le président élu Donald Trump. Écoute, c'est incroyable. Et j'ai hâte de voir si cette méthode-là va porter fruit parce qu'il n'est pas encore arrivé à la Maison-Blanche, mais force est de constater pour l'instant que ça bouge en sol ukrainien. Zelensky parle d'éventuelles négociations avec la Russie. L'Iran tient le profil bas. Israël veut accélérer les négociations. Alors, sur l'échiquier international, le début 2025 est très fertile. Est-ce que tu vas commencer à être gentil avec Donald Trump pour pas subir ses foudres en tant que journaliste? Écoute, je n'ai pas $1 million à lui verser. Par contre, il y a des journalistes, et pas nécessairement ses amis, je pense à Joe Scarborough, qui se sont rendus à Mar-a-Lago. Il y a des journalistes américains, il y a des représentants de réseaux qui ne sont pas nécessairement des réseaux amis comme Fox News, qui sont allés rencontrer Donald Trump, peut-être dans une volonté de rétablir certains ponts qui ont été brisés lors de son premier mandat. Écoute, César avait toujours un souffleur derrière lui qui lui disait, quand les gens l'applaudissaient, tout ça, et qui lui disait « Tu n'es qu'un être humain ». Tu sais, qui lui soufflait ça dans l'oreille pour le calmer un peu. Il n'y a pas ça, lui. Il n'y en a peut-être pas besoin. Merci beaucoup. Merci, Richard. P.O. Zappa. Merci, demain. salut.